dernière question posée de ces 3 questions, c'était l'équipe verte. Voilà, alors vous revoyez la question. Les normes actuelles de reporting financier sont-elles pertinentes et suffisantes pour investir et poursuivre la performance d'entreprises durables? Et c'est avec Alexis. Oui, merci au groupe qui a planché sur cette question et qui a été très vivant. Alors, notre réponse, les normes actuelles de reporting sont-elles pertinentes et suffisantes? Alors, elles sont à nos yeux pertinentes, mais elles sont encore un peu insuffisantes, puisqu'il y a encore un certain nombre de challenges qu'on a discutés entre nous. La première concerne le manque d'homogénéité au niveau international de ces normes. On a parlé du CSRD au niveau européen. Il y a aussi des efforts de taxonomie à l'international, mais au niveau, on espère dans l'avenir qu'il y ait quelques convergences, mais ce n'est pas encore le cas. On a encore une absence d'impact dans les états financiers des critères ESG. Il y a des initiatives, par exemple à l'Université d'Harvard, pour les intégrer, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution parfaite pour le faire. Au niveau des reporting, un certain nombre d'entreprises pourraient tenter d'être les mieux-disants, pour être best in class et pour être sélectionnés par les gestionnaires de fonds. Malheureusement, il y a un trade-off dans le volontarisme du reporting pour ne pas être accusé de greenwashing et pour ne pas trop en dire finalement au niveau de sa stratégie. Donc finalement, il faut mitiger ce qu'on dit. Enfin, et encore 2 points, il y a beaucoup d'incertitudes finalement dans les modèles et dans les hypothèses qui sont utilisées pour calculer les chiffres qu'on reporte au niveau de ces normes. On a présenté l'exemple, par exemple, d'un producteur de produits beauté qui devait imaginer la durée d'une douche pour pouvoir finalement calculer son scope 3. Donc voilà, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux et voilà, il y a beaucoup d'incertitudes sur certaines hypothèses qu'on pourrait avoir. Et enfin, un certain nombre de ces normes et régulations sont encore récentes, donc on a moins de recul pour les utiliser et les intégrer dans nos analyses par rapport à d'autres modèles de valorisation et des approches financières bien ancrées et bien connues. Voilà. Merci beaucoup, merci Alexis. Et merci donc d'accueillir celle qui est à l'origine de cette question, Hélène Le Thénault, directrice de la Fondation Jean-Noël Torel. Hélène. Merci beaucoup. Donc j'ai 10 minutes, donc ça va être assez court pour refaire toute l'histoire et le futur des normes comptables et financières. On en a bien conscience. Donc je vais vous faire plutôt des fragments de récits puis des réflexions en partage en se disant que ça suscitera peut-être des questions. Et je vais vous commencer par essayer de raconter pourquoi, moi qui suis au départ ingénieur, je suis tombée dans la marmite de la comptabilité en performance globale. Qu'est-ce qui aurait pu m'amener à m'intéresser à cette question? Alors au départ, je suis ingénieur des ponts et chaussées. Donc il y a peut-être un point commun avec les métiers de la finance chez les ingénieurs, c'est le goût du chiffre, on va dire. C'est-à-dire la capacité à représenter le monde réel par des systèmes et des chiffres. Mais j'ai dans ma carrière fait 15 métiers différents. J'ai travaillé d'abord en Chine, dans le marketing numérique à Shanghai, pour vendre le plus possible de biens de consommation aux Chinois à pouvoir d'achat croissant. On a parlé du pouvoir d'achat. Donc ça tombait bien, on leur vendait de la cosmétique qu'ils ne consommaient pas avant, des ordinateurs et des voitures thermiques au départ pour se déplacer. Ensuite, je suis revenue en Europe en me disant, tiens, si je faisais un métier d'ingénieur dans les énergies renouvelables, mais je me suis retrouvée dans l'industrie pétrolière chez Shell, quand même pas de chance. Et j'ai donc découvert le capitalisme extractif en pétrole et le fait qu'on ne savait pas pour l'instant faire autrement que brûler du pétrole, mettre du bitume et en mettre dans nos voitures. Et puis je me suis dit, la finance gouverne le monde et je n'y connais rien en finance, je ferais bien d'aller me former et d'essayer de travailler dans la finance si je veux vraiment changer quelque chose à ce qui se passe sur la planète. Je me suis retrouvée dans le secteur bancaire à faire de la consolidation aux normes IFRS et de l'émission obligataire aux États-Unis juste avant la crise financière, au moment où Dexia est allé se ruiner sur les marchés américains. Et donc j'ai compris que l'industrie financière n'était pas forcément non plus saine et les normes d'ailleurs qui nous permettaient de regarder la réalité des risques, que ce soit des risques physiques ou des risques financiers, n'étaient pas forcément au point. Et puis c'est le moment où j'ai rencontré tout à fait par hasard un gars qui s'appelle Jean Covici, dont on a un petit peu parlé, qui m'a dit je fais de la comptabilité carbone, c'est-à-dire qu'il y a du chiffre, il y a du climat, ça va te plaire, il y a des tableaux de chiffres. Je dis très bien. Donc j'ai fait 6 ans de conseil avec Jean Covici pour essayer de décarboner les entreprises du CAC 40 sans y arriver, pour toutes les raisons que Geneviève et Cécile ont assez largement rappelées. Et là, je me suis dit, bon, la comptabilité CO2, la comptabilité physique du CO2 ne suffit pas. Il y a quand même un enjeu à faire bouger les normes,
les vraies normes en dur, les normes de comptabilité et les normes de reporting financier. Et j'ai dit à Alain, qui était associé aussi du cabinet Carbone 4, écoute, j'ai vraiment l'impression qu'on est comme ça. Je pense que ça va être parlant. C'est-à-dire qu'on ne voit rien sur les risques physiques qui sont devant nous. Pourtant, on les connaît. Et donc, on a beau mettre en face des dirigeants du CAC 40 des chiffres sur les risques énergie, climat, prix de l'énergie, bref, à court et à moyen terme, il ne se passe rien ou presque rien en termes de prise de décision. Et il m'a dit, Alain, qui est un vieux sage, qui est économiste de l'environnement aussi, il m'a dit, va voir un vieux professeur fou qui s'appelle Jacques Richard, qui a longtemps été professeur à Paris-Dauphine, qui est un des grands pionniers de la comptabilité socio-environnementale. Et il m'a dit, il est vraiment original et peut-être que lui arriverait à faire une brèche dans un système de pensée où à la fois il y a les normes comptables héritées du passé qu'on va décrire, mais en plus de ça, il y a la pensée économique dominante où les économistes raisonnent en flux et pas en stock. Bon, ça devrait vous parler. Si je vous dis on raisonne en flux, on dit que la production est fonction du capital et du travail, hein, et on regarde le PIB, et on dit le PIB croît, tout va bien. Et on ne regarde pas tellement la déplétion des stocks de ressources non renouvelables. Donc, pour un économiste, tout va bien quand les flux augmentent. Sauf qu'on est en pleine déplétion des stocks, puisqu'on est nombreux sur la planète et qu'on a un mode de vie pas très durable. Donc, rares sont les économistes physiciens qui disent la production est fonction du capital, du travail et des ressources naturelles. Le peu qui essayent de publier des travaux ont bien du mal. Donc, alors pour les curieux qui aimeraient regarder les économistes physiciens, allez voir R.C. Howard aux États-Unis ou Gaël Giraud, qui font des travaux passionnants d'économie dite pas orthodoxe, c'est-à-dire qu'on fait rentrer dans le processus de création de valeur le fait que la création de valeur dépend des ressources naturelles. Donc si on n'a plus d'input dans la machine, on n'a plus d'output. C'est quand même assez simple à comprendre. Alors, les comptables, qui en théorie sont plus intelligents que les économistes, auraient pu inventer des normes comptables qui rendent mieux compte de cette dépendance au capital naturel. Et c'est le moment où, donc avec l'aide de Jacques Richard, je me suis plongée dans l'histoire longue de la comptabilité. Et Geneviève, tu l'as dit, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de points de rupture conceptuels majeurs dans l'histoire de la comptabilité. Il y en a 2, 3. Alors, on va dire, le premier, c'est la création de la comptabilité. Et ça, c'est quand même assez vieux. Hein, c'est au temps de l'Antiquité, on a commencé à faire de l'inventaire. Bon, tête de bétail, possession, etc., pour pouvoir faire un inventaire des stocks et pour pouvoir faire du commerce, un début de commerce. Et puis, les marchands italiens ont créé la comptabilité en partie double, que vous connaissez tous. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus, puisque j'ai un public sachant. Ce qui a été une grande innovation conceptuelle. Mais à partir de là, il ne s'est pas passé grand-chose de fou et de rupturiste par rapport aux évolutions du monde dans lequel on vit. Alors si on regarde le XXe siècle notamment, il y a eu les balbutiements de la comptabilité socio-environnementale. Pour les passionnés, il y a un Allemand qui s'appelle Schaltegger, qui a été un des premiers à travailler sur le shadow accounting, sur la comptabilité physique et sur la comptabilité monétarisée socio-environnementale. Enfin, Schaltegger n'est pas très connu, on va faire un petit sondage. Qui connaît Schaltegger ? Bon, voilà, pas grand monde dans la salle. Pourtant, c'est vraiment un des pontes de la compta socio-environnementale en Europe. Mais en même temps, pendant que ces gens-là faisaient des travaux de recherche passionnants et très utiles sur le fait que notre machine économique dépend des ressources physiques, eh bien, en même temps, l'uniformisation des référentiels internationaux s'est concentrée sur la fluidification des échanges et, vous l'avez dit, la normalisation internationale. Je vais dire 2 choses là-dessus. C'est-à-dire qu'en général, quand on normalise avec beaucoup de monde, on fait du -10 ans. Ça, c'est un phénomène classique dans la normalisation. On ne va pas forcément prendre le référentiel le plus ambitieux, on va prendre le plus simple et celui qui fait consensus. La deuxième, c'est qu'on est parti d'une logique de fluidifier notamment les marchés de capitaux. Et donc, on a créé des normes de reporting financier et non plus des normes comptables. Ce qui est fondamentalement différent, et ici, vous le savez. Donc, on a créé des normes qui correspondent à la vision du monde de Karl Popper, qui a écrit à l'époque « La société ouverte ». Sauf que, dans le même temps, certains grands spécialistes et normaliens, comme Serge Audier, ont écrit « La société écologique n'est pas compatible avec la société ouverte ». C'est-à-dire que quand on fait de l'échange de marchandises de longue distance, on arrive à ce que tu décrivais, Cécile, qui est on va faire du dumping social et on va aller chercher les ouvrières les moins chères. Et dans les comptes de l'entreprise finale, de Carrefour, on ne verra pas le fait que l'ouvrière a été payée largement en dessous d'un revenu décent, par exemple. Donc, cette tendance-là fait qu'on a développé des normes qui, à la fois, sont assez moins-disantes, voire très moins-disantes sur ce que ça veut dire en termes écologiques et sociaux, et qu'en plus, on a gardé dedans un principe qui s'appelle la soutenabilité faible, qui est de dire que les 3 capitaux dont on dépend sont substituables entre eux. Capital financier, capital naturel, capital humain. En gros, vous voulez faire des gains de productivité, vous allez mettre des machines plutôt que des humains.
Sauf que certains capitaux ne sont pas réellement complètement substituables. Quand il n'y a plus de capital naturel, et ben juste, il n'y en a plus. Donc pas d'input, pas d'output. Donc ça, c'est la soutenabilité forte qui encourage à faire développer des normes qui permettent de prendre enfin en compte le fait que la Terre est ronde. C'est le moment critique où je mets mes lunettes. Pour vous dire que la comptabilité en triple capital prend en compte non pas la triple bottom line, mais les 3 capitaux dont on dépend. Le capital financier, naturel et humain. Et là, on a une juste lecture de l'activité économique de cette entreprise et du fait qu'elle va être durable ou pas. Bon, alors je les enlève parce que je ne vois rien avec. Et donc, cette vision de la comptabilité en triple capital, elle est complètement hétérodoxe et elle n'est pas soutenue par les normalisateurs. Pour ceux qui veulent s'en convaincre, regardez une excellente vidéo que je vous recommande même avec vos enfants, Le Tribunal pour les générations futures, qui est un dialogue entre Jacques Richard et Patrick de Cambourg, président de l'autorité des normes comptables. Jacques Richard est accusé de subversion de l'ordre mondial parce qu'il promeut la comptabilité en triple capital qui donc mécaniquement va réduire les dividendes parce que pour produire proprement, ça va coûter un poil plus cher. Et Jacques Richard dit d'ailleurs que la comptabilité, c'est le droit dur. On vous avez beaucoup parlé de droit. Ça n'est pas forcément le droit environnemental qui va amener les entreprises à moins prélever ou à moins polluer. C'est la norme comptable elle-même qui en réalité est un droit dur et qui contraint la façon dont fonctionne l'économie. Alors pour les passionnés, c'est une vidéo de 2 heures, il y a un extrait court aussi pour les pressés. Mais franchement, ce tribunal pour les générations futures est salutaire parce qu'on comprend d'abord l'opposition conceptuelle entre la triple bottom line et la compta en triple capital, et on comprend pourquoi on ne peut pas changer l'ordre mondial comptable aujourd'hui. Alors, pour plusieurs raisons que je vais détailler rapidement, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. La première, c'est qu'on se heurte à des principes qui sont considérés désormais comme non négociables, comme la liberté d'entreprendre. Quelqu'un veut créer une boîte et faire de l'argent, très bien, pas de problème. On a considéré désormais en Occident que c'est un principe acquis. Et personne n'a envie de le remettre en cause. On peut comprendre. La deuxième chose, c'est que ceci est valable quel que soit le niveau de prélèvement dans les ressources communes, ce qui est quand même la meilleure façon de détruire les communs dont on dépend. Donc des dégâts assez monstrueux et en plus une incertitude sur les perspectives. Alors sur la fabrique des normes, je vais quand même dire quelques trucs. Vous êtes tous sachants sur ici qui est l'IASB et comment les IFRS sont fabriqués. Bien entendu, il y a quelques éléments relatifs aux grands enjeux écologiques, environnementaux dans les normes IFRS. Il n'y a pas rien, mais il y a très peu comparé aux enjeux. Donc, je ne voudrais pas donner une position radicale en disant il n'y a rien, je dis juste qu'il y a quelques trucs, amende probable, coût de dépollution et un certain nombre de trucs comme ça qui ont un impact direct, soit sur les actifs, soit sur la valeur future de l'entreprise. Mais il y a beaucoup trop peu de choses sur la rareté globale croissante, c'est-à-dire la dépendance aux facteurs productifs R, ni sur le coût total des externalités que vous avez tout à fait mentionné, qui lui n'est pas incorporé dedans. Ce qui fait qu'une entreprise dégage un résultat financier positif, même si elle ne respecte pas le do not, et surtout quand elle ne respecte pas le do not. Bon, alors, quel est le processus de fabrique de la norme? Alors ça, c'était mon autre curiosité quand j'ai découvert tout ça, c'est qui crée les normes IFRS? Donc on a dit l'IASB, très bien. Et je me suis fait quasiment sortir d'un colloque, je ne vous dirai pas où, il y a 2 mois, parce que j'ai osé dire que la fabrique des normes comptables n'était pas démocratique. Bon, alors je vais le redire, et cette fois-ci, j'espère que vous allez bien vouloir me garder avec vous. En fait, qui constitue aujourd'hui l'IASB? Ce ne sont pas les gouvernements. Plutôt un comité d'experts. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal intentionnés, c'est un comité d'experts, donc ce n'est pas une représentation démographique. On m'a dit, oui, mais après, l'adoption des normes IFRS dans les pays, elle est validée par l'Union européenne et les gouvernements. Oui, mais quel gouvernement, honnêtement et sincèrement, s'opposerait à adopter telle ou telle norme IFRS au risque de bloquer les acteurs économiques ou les flux de capitaux? Pas grand monde. Donc ce n'est pas parce que sur le papier, ça a l'air démocratique que ça l'est. C'est juste ça que je veux dire. Donc il me semble quand même que la fabrique des normes comptables, aujourd'hui, n'est pas faite pour servir le bien commun. Bon, alors on pourra en débattre, mais en tout cas, j'ose essayer de l'affirmer. Et donc, si on ne peut pas attendre de la fabrique des normes comptables qu'elle serve le bien commun, il reste la normalisation volontaire et les pionniers, les explorateurs des nouvelles normes comptables, et j'arrive à ça, heureusement, donc depuis Jacques Richard, se sont développés notamment en Europe, parce que l'Europe a quand même, du fait de son histoire, du fait de sa culture d'intérêt général et du fait d'une forte densité de population, une vraie sensibilité aux externalités socio-environnementales. Donc, en Europe, il y a des fous et des originaux toutes sortes qui ont lancé différentes méthodes de comptabilité en performance globale. Qui est-ce qui connaît la méthode LIFTS? Geneviève. Bon. Qui est-ce qui connaît la méthode CARE, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement? Un peu plus de mains. Bon. Qui est-ce qui connaît la compta universelle du cabinet de Saint-Front?
Bon, pas grand monde. Alors, donc j'en ai cité 3, et ici même, alors que on est quand même dans un milieu conquis a priori, vous ne les connaissez pas encore complètement, donc je vous encourage à lire l'excellent guide Auré-Hors sur la comptabilité en performance globale pour découvrir ces normes et des cas d'usage, qui sont principalement des PME et des ETI, puisque ces normes n'ont pas irrigué les marchés financiers massivement. Si vous le souhaitez, vous procurez l'excellent livre de Delphine Gibassier, qui est donc une de nos meilleures chercheuses françaises sur la comptabilité en performance globale. Son bouquin sort début juin. J'ai pas de revenus dans le bouquin, hein, je vous le dis tout de suite, mais elle est beaucoup plus pédagogue que moi là-dessus. Alors pour finir, j'y arrive. Pour finir, des exemples concrets, parce qu'on me dit souvent les référentiels c'est bien, mais des exemples concrets. Moi j'ai testé ces méthodes à l'époque dans la structure qui s'appelle Ferme d'Avenir, qui est appliquée ces méthodes de comptabilité en triple capital dans des fermes agroécologiques pour pouvoir démontrer que 1, le total de bilan a plus de valeur, et 2, du côté du compte de résultat, on arrive à générer des flux de revenus complémentaires, des paiements pour services écosystémiques. D'autre part, un certain nombre d'ETI aussi ont appliqué ces méthodes. Et enfin, peu importe les outils et la norme, pour conclure avec ça, la question, c'est pas l'outil, c'est qui choisit quel outil, avec quelle intention et quelle finalité. Et donc, au fond, il est, selon moi, de la responsabilité d'un dirigeant d'entreprise, d'un directeur financier et d'un investisseur d'essayer de choisir la bonne paire de lunettes pour orienter son entreprise dans une direction durable. Voilà. Donc attendre que ça vienne du haut, je pense que ce n'est pas la bonne idée, mais il y a par contre un choix lucide, courageux, explorateur à faire dans ces nouvelles normes. Voilà. Merci.